Mhm. Fait que les 6 derniers mois, on a vu 3 grosses mobilisations, ben, plus ou moins grosses, dépendant c'est quoi. Fait qu'on va parler de la mobilisation hashtag Free Them All pour parler de sortir les gens de prison vu la pandémie. On va parler de Black Lives Matter puis Defund the Police. Puis on va parler du mini Moi aussi prise 3 qu'on vient d'avoir au Québec. Fait que c'est ça en gros le plan aujourd'hui. Euh, fait que je vais y aller pour le premier volet. On va y aller comme en ordre chronologique. Dans le fond, le Free Them All, c'est parce que, comme on l'a vu avec la pandémie, il y a bien des enjeux d'hygiène, puis pas juste d'hygiène, mais de santé publique. Puis en prison, c'est vraiment un contexte particulier puis difficile à ce niveau-là. Les gens sont souvent taponnés ensemble dans des petits espaces. Il n'y a pas nécessairement plein de matériel comme des masques ou des produits sanitaires. Fait que ça a mené à beaucoup de changements dans la gestion des prisons, puis aussi de gens qui se questionnent mais qu'est-ce qui va se passer pour les personnes incarcérées? Si plein de gens se mettent à mourir vu la pandémie, mais qui sont en prison, est-ce que c'est une atteinte à leurs droits humains comme plus large, là, au-delà du fait qu'ils sont, vu qu'ils sont en prison, ils ont comme, ouais, leur liberté est limitée, les personnes incarcérées, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus le reste de leurs droits, genre le droit à la santé, le droit à la vie. Euh, fait que, mettons, je pense l'exemple le plus comme malaisant, c'est une prison dans l'État de New York où les gens là, comme mouraient vraiment intensément le premier mois, tellement de gens pognaient la COVID. Puis, c'est à cette prison-là qu'une des compagnies qui fait le produit sanitaire pour les mains, c'est comme une des jobs en prison, c'est faire ce produit-là, mais les personnes détenues elles-mêmes n'avaient pas le droit d'avoir ce savon-là, genre du Purel. Fait que c'était de la contrebande dans cette prison-là, alors que les gens avaient comme... En tout cas, c'est comme super malaisant, perturbant. On peut voir ça comme une injustice aussi. Là. Le fait que ce soit de la contrebande en prison, tu peux avoir comme une mesure disciplinaire alors que tu essaies juste de garder en santé un minimum. T'sais. Fait qu'il y a ça. Euh, Sinon, en prison, ce qui s'est beaucoup passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un lockdown. Fait que les visites familiales sont annulées. Les gens sont pognés dans leur cellule quasiment toute la journée, peuvent peut-être sortir, aller prendre leur douche. Fait que c'est un enjeu de ce qu'on appelle un traitement cruel et inusité. Donc, si on regarde la Charte des valeurs au Canada, c'est pas quelque chose qui est supposé se passer. Donc, euh, fait qu'il y a eu des mobilisations dans différents espaces, incluant sur Internet, mais aussi en personne. Les gens qui sont le plus mobilisés, c'est ceux qui sont déjà affectés par la prison, soit parce qu'ils ont des membres de leur famille incarcérés, ou bien parce que c'est comme moi des gens en criminologie qui s'intéressent déjà à la prison, donc sont déjà plus sensibilisés. Mais il y a aussi eu des manifs de bruit à l'extérieur des prisons. C'est genre plein de gens qui se pointent avec des choses pour faire du bruit, juste pour souligner leur soutien, pour que les personnes en prison les entendent puis sachent qu'elles ne sont pas seules, même s'ils n'ont pas le droit de voir leur famille. Fait que c'est pas la mobilisation avec la plus grosse envergure, mais ça s'est senti un petit peu partout dans le monde, comme quasiment dès le début de la pandémie, là, dès genre le mois de mars, il y a eu des échos de tout ça. Euh, je vais changer le slide. Celle que j'ose espérer que vous avez entendu parler par maintenant, c'est tout le contexte de Black Lives Matter avec George Floyd, un homme noir à Minneapolis, qui, dans le fond, il est présumé d'avoir essayé d'utiliser un faux billet de 20 $. La police a été contactée puis est intervenue super intensément. Donc, un policier
s'est agenouillé sur son cou pendant quasiment 9 minutes, puis il est mort, évidemment, parce que il n'y a personne qui peut survivre sans respirer pendant aussi longtemps. Fait qu'il y a eu beaucoup de mobilisation autour de tout ça, autour de la brutalité policière dans le fond, puis le racisme systémique. Donc, le fait que même quand on se dit pas nécessairement soi-même comme étant, on se voit pas comme étant raciste, ça veut pas dire qu'on fait pas des choses qui sont racistes et qui, dans le fond, il y a comme tout ça, là, tous les enjeux de brutalité policière, de profilage racial, ça ressort beaucoup. Donc ça, George Floyd, il est décédé le 25 mai à Minneapolis. Puis il y a des grosses mobilisations depuis ce temps-là partout aux États-Unis, parce qu'il y a d'autres gens après ça qui sont morts dans des situations où la police était intervenue. Fait que comme des situations louches qu'on pourrait dire en guillemets, là, de est-ce que c'est intentionnel, est-ce que ça l'est pas, pourquoi est-ce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont interpellées par la police, pourquoi c'est tout le temps des personnes racisées, pauvres ou des personnes avec des problèmes de consommation, par exemple. Fait qu'il y a comme tout ce regard-là sur, dans le fond, questionner la légitimité de la police puis les actions de la police. Puis, c'est de là que est comme... voyons, ma phrase n'a pas de sens. Mais c'est de là que la mobilisation Defund the Police vient. Dans le fond, c'est beaucoup de gens se disent « OK, mais si la police discrimine comme ça les personnes noires, les personnes racisées, qui est-ce qu'elle protège réellement? Au service de qui est-ce que la police est? Puis, est-ce que si elle ne protège pas vraiment les gens qui en ont le plus besoin, pourquoi est-ce qu'on mettrait tout cet argent-là dans la police? Donc, pourquoi on finance tout leur gros matériel si au final, c'est juste pour tabasser des gens, donc des gens en détresse en particulier? Fait que ça, c'est le cas plus aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'au Canada, on n'est pas concerné par ces mobilisations-là. Donc, la photo que je vous partage, c'est de Régis Korchinski-Paquet, qui, en mai dernier, la police est intervenue pour faire ce qui s'appelle un wellness check. Donc, je pense que quelqu'un a appelé la police parce qu'il avait peur pour sa santé mentale à cette femme-là. Puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle serait tombée de son balcon lors de l'intervention policière. Fait que là, il y a des gens qui se demandent, OK, mais est-ce que c'est la police qui l'ont poussée en bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était pas suicidaire. Fait qu'il y a toute cette remise en question-là de comment ça, si la police était supposée être là pour l'aider, elle, pourquoi est-ce qu'elle est morte? Fait que elle, c'est une femme noire et autochtone. Puis, au Nouveau-Brunswick aussi, pas longtemps après, il y a Chantel Moore qui, elle aussi, il y a eu une intervention policière parce que les gens n'étaient pas sûrs si c'était correct. Non, un autre wellness check, dans le fond. Puis elle aussi, elle est morte. Elle a été tirée par la police. Puis c'est une femme autochtone, elle aussi. Fait que, dans le fond, ces mobilisations-là, ça a commencé vraiment spécifiquement avec Black Lives Matter, puis avec l'idée que les personnes noires sont disproportionnellement visées par la police. Mais au Canada, c'est aussi élargi pour réfléchir à OK, mais les personnes autochtones aussi sont vraiment profilées beaucoup au Canada, tant par la police que plus largement dans le système judiciaire. Puis c'est pas juste des hommes non plus qui se font brutaliser par la police, c'est des femmes aussi racisées. Donc, il y a toutes ces conversations-là autour de ça. Sinon, à Montréal aussi, le 5 mai, il y a eu le cas il y avait une femme qui en détresse psychologique, puis il y a 17 policiers qui sont venus intervenir au lieu de comme une personne qui pourrait l'aider, mettons, avec sa santé mentale. Donc, il y a comme des réflexions plus larges à ce niveau-là aussi. Donc,
si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a une page Wikipédia qui... OK, je sais que c'est Wikipédia, c'est pas la source la plus fiable, mais vous pouvez partir de là puis regarder les articles de journaux, là. Mais dans le fond, ça documente toutes les soit les meurtres ou les morts louches dans des cas d'intervention policière au Canada. Puis il y en a vraiment beaucoup cette année déjà, là, comme c'est vraiment troublant, surtout que c'est presque tout le temps des personnes noires ou des personnes autochtones. Sinon, vous pouvez lire aussi le livre de Robin Maynard qui fait le lien entre l'esclavagisme au Canada, parce que oui, il y a eu de l'esclavagisme de personnes noires puis de personnes autochtones au Canada. Puis elle regarde comment ça, c'est en lien avec aujourd'hui la surcriminalisation des personnes noires qui se font plus interpellées par la police, qui se font plus mettre en prison, puis comment c'est en lien avec plein d'autres choses comme le, le travail social aussi, comment c'est impliqué là-dedans, comment l'école aussi, dans le fond, c'est comme, ça s'appelle le School to Prison Pipeline, je ne sais pas comment le traduire, mais comment l'école aussi, ça fait partie de ce système-là qui fait en sorte que les enfants noirs sont comme plus dirigés vers pas parce qu'ils seraient plus criminels, entre guillemets, mais qu'ils sont plus tellement surveillés tout le temps que ils se font plus arrêter juste parce qu'ils, en tout cas, parce qu'ils se font plus surveiller, ils se font plus voir en train de faire des choses qui, qui pourraient être, mettons, des crimes de survie ou etc. Je vois que j'ai des chats. OK. Donc, ce qui ressort de cette mobilisation-là, qui est internationale, mais qui, dans le fond, qu'on le voit aussi au Québec, dans le fond, ce qui est demandé, c'est dans le fond, pour éliminer la violence policière, certaines solutions concrètes, ça pourrait être de, premièrement, enlever les armes à la police, puis enlever tout leur matériel comme vraiment militaire, par exemple, les gros boucliers, les espèces d'armes qui sont supposées d'être à létalité réduite, mais que, dans le fond, c'est full violent, genre les... comment on appelle ça? Les balles en caoutchouc, que ça peut briser une jambe, même si techniquement ça ne tue pas, mais c'est quand même super intense. Définancer, ce serait d'enlever de l'argent des services policiers, puis le réinvestir donc dans des solutions communautaires pour lutter contre la pauvreté, par exemple, investir dans l'éducation au lieu d'investir dans du matériel militaire qui sert à tabasser des gens. Décoloniser, donc la police historiquement au Canada, ça a été créé pour, dans le fond, pour enlever aux Premières Nations, Inuits et Métis, enlever leurs terres ancestrales. Donc c'est comme vraiment en lien avec le projet colonial au Canada, la police. La GRC a été créée pour ça. Fait qu'il y aurait de décoloniser aussi dans les solutions plus larges pour enlever la violence policière. Puis décriminaliser avec des choses qui ne sont pas vraiment nocives pour les gens, comme consommer de la drogue. Pourquoi est-ce que c'est un crime? Dans le fond, il faut avoir une réflexion plus large sur qu'est-ce qu'on dit qui est un crime, puis pourquoi est-ce qu'on met des gens en prison pour ça alors que ça ne fait pas de mal à personne consommer ta drogue que tu as choisi de consommer, par exemple. Fait que ça vient d'un compte Instagram que je vous ai mis, cette photo-là. Le troisième mouvement qu'on a vu dans les 6 derniers mois, mais celui-là, c'est plus à partir du mois de juillet au Québec, ça a été une autre vague de moi aussi, MeToo, qui suit les dernières années. Il y a eu agression non dénoncée, il y en a eu tout plein là, depuis, je pense, les 3-4 dernières années. Puis là, cette nouvelle vague-là au Québec, ça a été spécifiquement pour dénoncer les violences sexuelles dans les industries plus de divertissement. Fait que ce soit jeux vidéo, des célébrités locales dans le milieu littéraire puis artistique. Puis j'en ai même vu
dans les sphères plus comme de gauche, genre les sphères militantes, les sphères du tatouage, puis du perçage, puis de musique alternative. Donc, c'est des personnes, principalement des femmes, qui dénoncent soit que ce soit plus harcèlement sexuel, des commentaires déplacés, euh, tout le long du spectre des violences sexuelles, fait aller jusqu'à un viol, une agression sexuelle. Fait que c'est comme, dans le fond, prendre les médias sociaux pour dénoncer quelque chose qui n'est pas vraiment très bien pris en charge par les tribunaux, par la police, qui ont tendance à soit pas écouter ou à rire dans le visage des gens qui dénoncent. Donc, les mobilisations autour de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Safia Nolin, la chanteuse, au mois de juillet, elle a dénoncé la célébrité locale Marie-Pierre Morin, qui aurait eu des propos sexuellement explicites puis racistes dans un bar, puis qui aurait mordu la jambe en disant qu'elle est donc bien belle alors qu'elle ne voulait pas. Donc, ça, le discours par rapport à ces mobilisations-là, c'est de réfléchir à la culture du viol. Donc, ce qui fait que socialement, on banalise les violences sexuelles, puis on prend pas ça très au sérieux, alors que ça a des conséquences très réelles sur les gens qui en vivent. Puis le fait que dans les systèmes de justice, par exemple, la police est plus insensible. Par exemple, si quelqu'un dénonce et que ça se rend en cours, la preuve va être comme, vu qu'il faut prouver hors de tout doute raisonnable qu'un crime s'est passé, c'est la vie de la victime qui est examinée puis qui est remise en question, puis est comme présumée coupable ou présumée menteuse. Donc, c'est super difficile à vivre. Donc, ces mobilisations-là, dans le fond, de dénoncer ton agresseur sur Internet, ça vient d'une volonté qui est de la redevabilité. Donc, d'une façon ou d'une autre, que quelque chose change, que quelque chose se passe. Donc, moi, comme mon hypothèse qui vaut ce que ça vaut, là, comme c'est vraiment pas scientifique mon affaire, mais j'ai l'impression que juste le fait que autant de gens soient pris à la maison, soit à cause du télétravail ou parce qu'ils ont perdu leur job vu la pandémie. Je pense que ça donne plus de temps, justement, quand tu as moins de contraintes vu le capitalisme, par exemple. Tu as plus le temps de réfléchir, surtout si, si tu n'as plus comme ton 5 à 7 chaque soir, machin truc. Ça donne peut-être plus de temps pour vouloir s'impliquer aussi, puis aller prendre la rue, puis aller se mobiliser. Mais je sais pas, je sais pas si c'est ça. Puis sinon, qu'est-ce que les mobilisations ont en commun? Je pense que, justement, comme Julien a dit, il y a tout ce roll-ball-là par rapport au système de justice qui a des gros angles morts. Donc, toutes ces mobilisations-là remettent en question différents aspects du système de justice. Donc, ça pose la question, est-ce que c'est un système de justice vraiment ou juste un système qui reproduit des injustices? Il n'y a pas comme de réponse. C'est pas comme un problème de maths qui a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Là. C'est comme. On ne sait pas. Je voulais amener aussi, ça c'est une capture d'écran d'un article vraiment bon par Caroline Souffrant qui fait son doctorat sur MeToo. Puis elle est travailleuse sociale à la base. Puis elle parle comment, dans cet article-là, elle a pris son courage à deux mains pour faire sa dénonciation, mais pas en revoyant le nouveau mouvement MeToo. C'est pas ça qui l'a encouragée à dénoncer, c'est le contexte Black Lives Matter des derniers mois. Elle, en tant que femme noire, c'est ça qui l'a comme poussée à prendre la parole. Donc, on peut se questionner aussi, est-ce que ces mobilisations-là, ce que ça a en commun, c'est que c'est toutes les mêmes personnes qui sont affectées en tant que personnes opprimées pour différentes raisons. Dans le fond, si c'est toutes les mêmes personnes qui sont tout le temps, qui ont comme le mauvais deal du système de justice,
peut-être que justement, s'allier ensemble puis se mobiliser tout le monde ensemble, ça fait plus de force aux mouvements sociaux. Donc, maintenant, on arrive au deuxième volet. Donc, je voulais parler un peu des réactions, des contre-discours, par exemple, comme le hashtag All Lives Matter, puis les défis que ça pose pour le système de justice, le système comme pénal, criminel, judiciaire. Donc, c'est comme quelques pistes de réflexion. Fait au niveau de Black Lives Matter puis la police, il y a comme une des choses qui est beaucoup ressortie, en particulier au Québec, là, je ne sais pas pourquoi ça a sorti de même, là, mais le fait de vouloir pousser les élus, puis le gouvernement, puis les corps de police à reconnaître l'existence du racisme systémique, puis reconnaître le fait que ça se manifeste dans les pratiques policières en particulier. Fait que ça a été vraiment intense au Québec, là, comme, je sais pas si vous avez vu, là, mais là, la mairesse hésitait à se prononcer, puis là, François Legault était comme non, je veux pas dire qu'il y a du racisme systémique. C'était comme le gros débat sur le choix de mots en particulier. Sinon, l'autre comme question qui ressort, c'est est-ce qu'il faut réformer ou définancer ou abolir la police? Tout ça, ça pose des défis pour le système. Donc, mettons, là, ce qu'on a vu beaucoup, là, c'est plein de gens dire « OK, mais on voudrait qu'il y ait des caméras corporelles que les policiers portent en tout temps pour prévenir des futurs abus et plus de brutalité policière. » Mais ça, c'est aussi contesté parce que il n'y a pas de... le fait que les caméras préviennent de la violence policière, c'est déjà sujet à débat. Comme j'ai regardé, mettons, un texte comme scientifique là-dessus, mais il n'y a pas de preuve solide comme quoi ça aiderait le fait de porter une caméra. Puis en plus, ça coûte super cher. Donc, je pense que c'est la Sûreté du Québec, ils en ont depuis une couple d'années des caméras corporelles, puis ça traîne dans une boîte qui accumule de la poussière. Sinon, il y a l'enjeu aussi que même si quelqu'un porte une caméra, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas l'éteindre avant de faire quelque chose qu'ils ne sont pas supposés faire. Donc, est-ce que ça prévient vraiment la brutalité policière? Puis je pense pas que c'était George Floyd, c'était peut-être quelqu'un d'autre récemment que, justement, le policier, de toute façon, il emportait une caméra corporelle, puis ça ne l'a quand même pas empêché de faire. Donc là, je vois plein de mains levées. Oui, il y avait Elena pour commencer. Oui, je voulais juste mentionner aussi le fait que même si les policiers portent des caméras, c'est une toute autre question de dire comment on dispose de la preuve, quelle partie on utilise en cours, est-ce que le jury peut avoir accès à toute la journée ou comme c'est la première fois qu'il avait vu ce policier-là. Fait que non seulement il y a la question de est-ce que c'est productif, mais est-ce que même si on l'a en vidéo, on peut l'utiliser? C'est comme une solution qui a tellement de problèmes après, mais c'est comme tout le problème de... On essaie de trouver une solution facile pour un problème qui est tellement complexe, puis c'est évidemment super difficile d'essayer de pinpoint une chose. Fait que c'est ça, c'est juste ça que je voulais apporter à la conversation. En effet, puis j'ai une amie qui fait son doctorat là-dessus spécifiquement, là, puis ça a l'air vraiment compliqué. Ça a l'air comme je sais pas. Puis même avec les formations de sensibilité au racisme, par exemple, ça c'est comme une autre des solutions qui a été discutée. Est-ce que ça répond vraiment au problème ou le problème c'est la culture de la police plus largement, puis pas juste les pratiques d'individus? Je voulais voir, il y avait d'autres personnes qui C'était Emmanuela, puis ensuite ça sera Myriam. Ben, un truc qui avait aussi été apporté, il me semble, c'était comme des manifestants qui avaient, ben pas des manifestants, mais c'était comme des directeurs d'un organisme qui avaient apporté ça au maire de Toronto.
c'est le fait aussi de diminuer les plaintes au 911 ou comme de diminuer les équipes qui vont pour un problème. Genre, il parlait que si, par exemple, il y a une Karen qui décide que genre, il y a un noir sur son terrain, puis on en a toutes vu des vidéos de même, là, il y a un noir sur son terrain, puis là, elle appelle le 911, puis elle dit que, genre, elle est en train de l'agresser, puis elle veut pas le laisser partir. Ben, qu'au lieu qu'il y ait toute une escouade armée qui vienne, armée de tasers, puis d'armes, puis qu'ils fassent plus de mal qu'autre chose, ben, qu'il y ait, par exemple, des psychologues ou des négociateurs de la police qui aillent voir, mais qui ne soient pas nécessairement armés. Même chose pour, par exemple, ceux qui sont dans les réserves autochtones, ou genre, si, par exemple, c'est déjà arrivé qu'il y ait une femme qui soit agressée parce qu'elle demandait de l'aide, mais elle était saoule. Fait que, genre, ils l'ont tapée avant parce qu'ils pensaient que c'était une menace. Fait qu'il y avait aussi cet aspect-là de rendre la police plus humaine parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça. Là, la police, c'est plus genre un Robocop qui a une arme. Fait que... chaud. Ouais, il y a même la madame qui promenait son chien, là, puis que... Ah non, je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est comme à une randonnée, là, puis je pense c'est une femme à New York qui avait son chien pas en laisse dans Central Park, puis qu'il y a un homme noir qui lui a dit que ça contrevenait au règlement en quelque sorte, puis elle a appelé la police en disant qu'il était en train de la menacer ou quoi que ce soit. Là. Puis finalement, cette personne-là a fini par perdre son emploi, puis ça a été quand même une histoire juste un petit peu avant que le mouvement commence. Puis, fait que, ouais, en effet, il y a ces questions-là, puis aussi l'enjeu, si on définance, puis qu'on met l'argent justement dans embaucher des travailleurs sociaux pour répondre aux situations de crise mentale, crise de santé mentale, ou mettre l'argent dans des programmes d'éducation, puis tout. Ce que j'ai vu, c'est comme la seule réaction qui était comme mitigée que j'ai trouvé intéressante, parce qu'il y a beaucoup de réactions que j'ai trouvées comme c'était un petit peu, c'était juste comme pas vouloir reconnaître le racisme. Mais cette réaction-là, dans le fond, c'était OK, mais si on coupe le financement de la police, on est en train de. Il y a comme le problème de tous les fonds de pension de ces policiers-là, mettons qu'ils ont un contrat qui dit qu'ils sont supposés, s'ils se font renvoyer, recevoir tel montant d'argent. Ou si, dans le fond, il y a de l'argent qui vont dans leur fonds de pension, puis là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça, comme au niveau plus de l'emploi des individus? Puis qu'est-ce qu'on fait avec toute cette main-d'œuvre, dans le fond, les policiers, qu'est-ce qu'ils font après sans leur job? Puis où est-ce qu'ils s'en vont? Puis comment est-ce qu'on s'assure qu'on respecte, mettons, leur convention collective ou qu'est-ce qui se passe? Puis ça aussi, c'était comme dans le fond, c'est un enjeu plus de gestion d'argent avec le syndicat puis tout. Je sais pas si c'est utile d'en parler, mais je pense qu'il faut parce que c'est quand même des êtres humains, même si autant qu'on est fâché contre le racisme, puis autant qu'on veut qu'il n'y en ait pas, il faut penser aussi comment les solutions qu'on essaie d'instaurer, si ça ne fait pas juste déplacer le mal de place. Fait que si tous ces policiers-là qui perdent leur job s'en vont être gardas, puis que là, ils tabassent des gens dans les gardas, c'est pas mieux. Fait en tout cas, ça, c'était une autre piste de réflexion. Sinon, excuse-moi, Alexis, il y avait Myriam qui avait levé la main aussi, pardon, par rapport à ça. Vas-y, Myriam. Allô? Ok, parfait, ça marche. Non, c'est juste la question des caméras. C'est que moi, c'est toujours up-to-date avec George Floyd, Breonna Taylor, puis maintenant Daniel Prude. C'est juste drôle parce que les gens sont comme, oh, on va mettre des caméras. That's it, là, on est good. C'est parfait. Mais c'est, OK, George Floyd, on avait toute la vidéo, puis là, on est comme, non, c'est parce que, non, c'est une technique. C'est juste la technique, fait qu'il n'y a rien fait de mal, c'est pas un meurtre. Non, les autres, c'est parce qu'ils suivaient, tu sais, c'est dans le moment, t'sais. Mais on l'a sur caméra. Avec Daniel Prude, il est à terre dans la rue, il est nu, il y a des handcuffs, puis il y a un sac sur sa tête. Oh non, on avait besoin de ça, il était intimidant. T'sais, on a les caméras, yet les policiers sont, quoi, ils ont été même pas suspendus, peut-être suspendus, mais avec une paye. Fait que c'est
C'est juste, moi, ça va rien faire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que on va mettre des caméras puis ça va être facile à convict. Non, le problème, c'est qu'on a des policiers puis on accepte un comportement mauvais contre une groupe de personnes puis on n'est pas capable de dire Hey, we have a problem. Est-ce que tu as déjà entendu un chief of police qui est arrivé et a dit Hey, c'est quoi? Je m'excuse qui a fait quelque chose de qui a discriminé. Non, c'est toujours Oh non, 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 he felt in danger. Non, non, il y avait un danger, il se sentait attaqué. C'est juste ça. Moi, je respecterais plus un chief qui vient et il dit Garde, mon staff, on a raté là. On a un problème puis on travaille. Non, c'est jamais ça. On n'entend jamais ça. C'est excuse après excuse et après excuse. Puis c'est pour ça que le monde est tanné. On a des excuses puis on n'a pas des solutions. C'est ça. Puis définancer, puis aussi définancer, c'est vraiment drôle parce que je m'infiltre dans les groupes républicains sur Facebook. Puis ils disent tout quand on va définancer, ben, tu sais quoi, vous allez tous chialer parce qu'ils vont pas venir à votre porte. Ils vont plus vous aider, ils vont plus venir. C'est comme, OK, mais c'est ta job aussi. C'est un autre problème. C'est juste ça que je voulais dire. Ben, bravo à toi d'aller t'infiltrer dans tes groupes républicains et de t'en sortir mentalement pas trop atteinte. Ouais, j'ai comme pas de réponse à ça, outre LOL. Fait que je vais passer à la prochaine slide juste parce que je suis comme flabbergastée. Si on regarde maintenant pour moi aussi, dans le fond, la critique, c'est beaucoup par rapport aux tribunaux puis à la cour, qu'est-ce qui se passe une fois qu'une survivante ou une victime veut témoigner. Dans le fond, là, j'ai vu tellement de chroniques puis d'éditoriaux de marde, excusez, là, mais qui sont comme Ah, là, les victimes c'est des vigilantes qui veulent se faire justice à elles-mêmes puis qui veulent ruiner la vie de leur agresseur, nanana. Parce que, ben, premièrement, je pense pas. Je pense pas que c'est vraiment ça le point. Le point, c'est de dire ça m'est arrivé, puis c'est partout, puis il faut faire quelque chose. Mais bon, il y a quand même l'idée de le défi pour le système de justice, dans le fond, c'est comment est-ce que on peut écouter la victime puis la traiter comme du monde, mais sans brimer les droits constitutionnels des accusés. Parce que dans le fond, selon la Charte canadienne des droits et libertés, une personne qui est accusée d'un crime a droit à un procès juste et équitable, a le droit dans le fond, est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire, puis cette preuve-là doit être hors de tout doute raisonnable. Donc, il faut que tu n'aies même pas le moindre doute qu'il l'a vraiment fait. Fait que vu que c'est comme si on veut tellement protéger l'accusé qu'au final, c'est la victime qui est traitée comme si elle ment, puis comme si elle est là de mauvaise foi. Puis en plus, dans les cas de violence sexuelle, ça se rend souvent à c'est la parole d'une personne contre la parole de l'autre. Fait que vu qu'on protège l'accusé hors de tout doute raisonnable, machin, c'est comme si c'est plus facile de dire on n'est pas 100% convaincu, fait qu'on le trouve non coupable. Puis c'est la victime après qui est pognée avec gérer les conséquences de ben moi je me suis dévoilée à tout le monde, puis ma vie a été on trial, dans le fond, puis mes comportements sexuels depuis forever ont été comme étalés devant tout le monde. Puis là, je me retrouve à me sentir comme si on rit de moi, puis justice n'a pas été rendue. Fait que la question, c'est beaucoup des victimologues qui s'intéressent à ça. Comment est-ce qu'on peut tenir compte des droits des victimes? Parce que les victimes aussi, c'est des êtres humains qui ont des protections légales. Mais comment est-ce qu'on peut concilier tout ça? Il n'y a pas encore de réponse toute faite. Pardon, j'ai comme un chat. Puis en plus, la victime dans le système de justice en ce moment est juste là en tant que témoin. Elle n'a pas d'avocat qui est là pour elle. Dans le fond, la victime est comme témoin pour le procureur de la couronne qui fait la poursuite contre la personne accusée de crimes sexuels. Fait que en plus, elle n'a comme même pas un rôle reconnu comme
partie intégrante parce que la personne qui est accusée d'avoir fait un crime contre la société et pas contre la victime. C'est comme tout plein d'enjeux comme ça. Fait que ça aussi, c'est une question à se poser. C'est quoi la place des victimes dans le système, puis comment est-ce qu'elles peuvent être écoutées et bien traitées, puis que leurs droits soient respectés. Sinon, au niveau des prisons, donc, il y a eu quand même, avec la COVID, beaucoup d'endroits ont voulu réduire la population de gens en prison. Donc, ça, c'est bien, là, comme tout le monde il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de ça, même les autorités carcérales, mais ça pose quand même problème au niveau de la gestion. Parce que, dans le fond, c'est la cour qui décide c'est quoi la sentence. Puis les prisons, après, ils appliquent ça. Puis eux, ils ont leur mot à dire plus sur ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est pas eux qui décident « OK, c'est le temps de sortir ». C'est la Commission des libérations conditionnelles qui fait ça. Puis c'est comme une autre entité à part. Fait que le fait qu'il y ait comme, mettons, le gouvernement met des lois, les tribunaux appliquent les lois, la prison applique la sentence, puis après ça, la Commission des libérations conditionnelles décide quand c'est le temps de sortir, si c'est le temps de sortir d'avance, puis sinon, c'est jusqu'à la fin de la sentence déterminée par la Cour. Fait que le fait que ce soit tout comme morcelé comme ça veut dire que, ouais, il y a peut-être eu des exceptions avec la COVID de sortir les gens plus vite, mais ça a dû être un gros défi administratif, puis de faire le suivi. Souvent, c'est comme les dossiers des gens, c'est papier en plus, fait que c'est comme plein de problèmes administratifs. Parce qu'en plus, les prisons doivent respecter leur mandat, qui est quand même d'assurer la sécurité du public. Fait qu'eux, ils doivent s'assurer que s'ils mettent quelqu'un dehors pour la COVID, par exemple, que ce ne soit pas un danger pour la société. Fait qu'il y a comme l'enjeu de sécurité qui est comme un gros défi dans ce contexte-là. Puis en plus, la question de c'est qui gère à l'extérieur la personne qui est sortie vu la COVID, comme ça tombe entre les mains de qui s'assurer qu'elle est encore à la place qu'elle est supposée, en tout cas. Fait que ça, il y a eu beaucoup moins de contre-discours, je trouve, par rapport à Free Them All, mais il y a quand même des discussions, vu que j'ai des amis qui travaillent en prison comme intervenante, j'ai eu accès à ça aussi. Fait que là, on va parler brièvement des retombées de ces 3 mobilisations-là, puis après ça, on va faire une autre période de discussion. Fait que Free Them All, ce qui est cool, c'est qu'au Canada, les autorités des prisons se sont beaucoup posé ces questions-là de « Ah merde, qu'est-ce qu'on fait? On veut pas que les gens meurent en prison. On veut pas que ça tombe entre nos mains de pouvoir justifier comme notre gestion de tout ça. » Donc, les statistiques viennent de sortir, puis entre février et avril 2020, la population en prison a diminué de 16% au Canada, puis encore plus au provincial. Donc, pour les femmes, il y a eu une réduction de 40% des personnes détenues, puis pour les hommes, c'était une réduction de 23%. Fait que pour faire ça, les autorités ont utilisé différentes mesures comme mettre en liberté d'avance les gens qui sont considérés comme un bas risque pour la société, qui ne sont pas trop susceptibles de récidiver. Puis sinon, de ne pas mettre en prison les gens qui attendent leur procès. Parce que la particularité de notre système au Canada, c'est que si une personne attend son procès, elle peut parfois être incarcérée si on juge, si les gens jugent qu'elle risque de s'évader ou pas se présenter à son procès. Puis dans les prisons provinciales, en tout cas au Québec, c'est à peu près le 3/4 des gens qui sont là
avant même d'avoir été déclarés coupables, sont juste comme en train d'attendre leur procès. Fait que juste de plus mettre ces gens-là en prison en attendant, ça a beaucoup clairé l'espace. Là, en ce moment, au Québec, on voit un retour progressif des services en prison. Fait qu'au moins, les choses comme le lockdown, ça va être un peu moins pire, on l'espère, pour les personnes détenues. Mais c'est ça, le fait que ça a eu quand même un certain succès au Canada comme mobilisation, il y a le fait que les autorités ont vraiment voulu aussi, ils étaient de ce côté-là aussi, de cette opinion-là, même s'ils ne sont pas genre, on abolit la prison, il y a quand même eu une certaine réceptivité à ce niveau-là. Pour Black Lives Matter puis Defund the Police, il y a eu quand même certaines retombées concrètes. Donc, l'investigation de Breonna Taylor a été réouverte. La ville de Minneapolis, celle où George Floyd a été tué, ils ont décidé qu'ils vont carrément abolir leur police puis repenser comment ils font ça. Puis sinon, Breonna Taylor aussi, il y a différentes avancées législatives qui ont eu lieu. Au Canada, c'est pas la même réalité nécessairement. Donc, à la ville de Toronto, dans le fond, les élus se sont beaucoup mobilisés pour dire « OK, on veut couper le budget de police d'au moins 10 %. C'est un budget dans les milliards de dollars déjà. Donc, on veut juste couper un 10 %, mais ça a été voté contre. Puis, au lieu, ils ont adopté les caméras corporelles comme mesure. Puis, en plus, le gouvernement ontarien a décidé de mettre, 25 millions de dollars dans l'embauche de 200 policiers provinciaux. Donc, l'équivalent de la SQ ici, mais en Ontario. Puis, sinon, comme je disais tantôt, là, il y a eu comme le débat au Québec de reconnaître le racisme systémique. Là. Fait que le SPVM a reconnu que ça existe et que c'est systémique. Puis la Ville de Montréal aussi. Le SPVM a aussi proposé une politique différente sur les interpellations. Fait que, dans le fond, on sait depuis déjà 1 an qu'ils font du profilage. Là. Il y a un rapport l'an passé qui est sorti qui montrait ça très clairement. Le SPVM a adopté une nouvelle politique, mais ça n'a pas été très bien reçu par les groupes concernés qui trouvent que, dans le fond, c'est une coquille vide. Puis même chose au niveau provincial avec l'espèce de proposition faite par le gouvernement Legault. Sinon, au niveau de moi aussi, il y a comme plein de choses quand même qui sont passées dans à peu près 1 mois, mais il y a quand même, on a vu que, mettons, Marie-Pierre Morin, elle, sa carrière, ça a vraiment pris un coup, mais d'autres gens comme, mettons, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, lui, ça n'a aucunement affecté sa carrière, le fait qu'il y ait des dénonciations contre lui. Puis, c'est ça, il y a même des gens qui ont intenté une action collective contre Facebook. Des gens, dans le fond, qui sont fâchés qu'il y ait des dénonciations qui se fassent en ligne, ont décidé de faire une action collective contre Facebook. Donc, il y a ça. Sinon, il y a quand même plein de personnalités publiques qui ont perdu des contrats. Là. Je pense, mettons, Bernard Adamus ou des gens comme dans l'industrie des jeux vidéo qui ont perdu leur job. Mais on peut se demander, est-ce que c'était vraiment ça le but des mobilisations? Est-ce que le but, c'était que les gens perdent leur job ou c'était juste dénoncer, puis après ça, les gens qui veulent comme bien paraître puis dire on est contre les agressions sexuelles, ont interprété ça comme OK, on largue telle personne. T'sais. Donc, on arrive à la nouvelle discussion. Et après,